Début 1943, dans le sud-ouest du Pacifique. Après une terrible collision, le commandant d'un sous-marin américain est blessé par les balles ennemies. Il doit pourtant agir pour sauver son vaisseau et son équipage. Gilmore sait que le seul moyen de sortir son sous-marin du pétrin est de plonger tout de suite. Il sait aussi que toute tentative de le secourir ne ferait que retarder la plongée. Il donne l'ordre fatidique. Parez à plonger! Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, une nouvelle arme permet de combattre depuis les profondeurs. Mais l'ennemi riposte, avec ruse, force et ténacité. Encore primitifs mais révolutionnaires, les sous-marins vont radicalement changer le cours de la guerre. Leur histoire est légendaire. Juillet 1942. Sortez le périscope. Un commandant de sous-marin américain dont c'est la première mission fait une reconnaissance dans le Pacifique Nord aux abords d'un port isolé. Le capitaine de corvette Howard Gilmore et l'équipage du Growler patrouillent au large d'un territoire américain tombé récemment aux mains des Japonais. À l'été 1942, le Japon est à son zénith. Son empire s'étend sur 7 fuseaux horaires et près de 52 millions de kilomètres carrés. Les îles américaines de Kiska et Attu, faisant partie de l'archipel qui s'étire au sud-ouest de l'Alaska, sont désormais nippones. Malgré leur isolement, les îles ont une immense valeur symbolique. Les Japonais se vantent de leur occupation d'un territoire américain et clament qu'il s'agit d'un prélude à une offensive continentale généralisée. Sortez le périscope. Dans ce contexte, Howard Gilmore et son équipage sont chargés de harceler les navires japonais dans les parages des îles. Problème, les cibles sont difficiles à trouver dans des eaux noyées sous un brouillard quasi permanent, avec une visibilité rarement supérieure à 500 mètres. Mais le 5 juillet, après 5 jours d'un brouillard total, l'aube naissante et lumineuse révèle 3 navires japonais à quai dans le port de Kiska. Au poste de combat! Le nouveau commandant et son équipage sont prêts à passer à l'attaque. Cette fois, c'est pour de vrai. Ce n'est pas un exercice ni un entraînement. C'est le moment pour lequel ces hommes se sont préparés. Capitaine! Mais il y a un problème. Selon les services de renseignement de la marine américaine, le port est miné. Le Growler a donc pour instruction de chasser loin des côtes, au-delà de la ligne des 100 brasses, là où la profondeur excède les 550 mètres. Gilmore ne peut pas assurer son tir d'aussi loin. Mais son expérience du brouillard va peut-être lui servir. La visibilité est si mauvaise qu'il est à peu près sûr qu'aucune mine n'a été posée, faute de savoir où elle se trouverait ensuite. Gilmore décide de tenter sa chance et pénètre dans le port afin de mener sa première attaque. En faisant cela, il enfreint les ordres qu'il a reçus. Ce n'est pas la première fois qu'Howard Gilmore fait preuve de détermination. Le jeune homme est un officier sorti du rang. Howard Gilmore n'est pas de l'aristocratie de la marine, ni d'une lignée de marins qui se suivent de génération en génération. Après l'ouverture de l'Académie de la marine américaine aux enrôlés de base, Gilmore passe un concours et devient officier en 1922. Il se voit bientôt confier le commandement de sous-marins. Alors que le Growler se glisse dans les eaux du port de Kiska, Howard Gilmore gagne son pari. Aucune mine n'explose. Périscope.
Le commandant du Growler peine à identifier ses 3 cibles. Mais plus il se rapproche, plus il est sûr d'avoir affaire à des bâtiments japonais. 2 d'entre eux font partie de la nouvelle classe des destroyers Asashio. Pour les Japonais, leurs destroyers sont des armes offensives. Ils sont donc gros, rapides et ils sont puissamment armés. Avec 3 batteries de canons doubles de 127, 16 charges anti-sous-marines et 2 lanceurs quadruples de torpilles de 610, ce sont des adversaires redoutables. Gilmore doit-il prudemment battre en retraite ou prendre le risque d'attaquer? S'en prendre à un destroyer, ce n'est pas rien. S'en prendre à 3 destroyers, c'est de la folie. Malgré les risques, Gilmore décide d'attaquer. Préparez les torpilles avant. Tirez! Une fois les tubes lance-torpilles du Growler chargés, l'équipage est prêt à faire feu. Prêt à tirer. Feu. À 5h55, 2 torpilles sont lancées du Growler. Les 2 font mouche. 2 destroyers sont touchés. Howard Gilmore se tourne vers le 3e. Il fait tirer 2 autres torpilles. Mais la cible visée est loin d'être sans défense. Le destroyer réplique en lançant lui aussi 2 torpilles. Venez à 1-0-0 pied. Gilmore donne alors l'ordre de plonger pour éviter la contre-attaque. L'une des torpilles du Growler a raté sa cible. Mais la 2e a atteint son but. À une trentaine de mètres sous l'eau, les hommes d'équipage du Growler entendent les torpilles ennemies filer au-dessus de leur tête. La menace est passée. Quand Howard Gilmore juge la situation suffisamment sûre, il donne l'ordre de remonter en immersion périscopique. Périscope. Il peut maintenant évaluer les dégâts. Cette première salle va couler un destroyer et endommager les 2 autres. Ces tirs au but de Gilmore méritent tous les superlatifs. Pour sa première fois, le débutant réalise vraiment un coup de maître. Pourtant, 2 jours plus tard, alors que le commandant du sous-marin cherche à poursuivre sa série gagnante, tout ce qu'il voit dans son périscope, c'est le brouillard impénétrable qui entoure Kiska. Pour avoir une chance de localiser d'autres navires japonais, Gilmore n'a qu'une solution. Abaissez le périscope. Il fait remonter le Growler à la surface, afin de scruter les eaux depuis le pont. Votre visibilité est bien meilleure à la surface que depuis le périscope. À 6 mètres au-dessus de l'eau, l'horizon est bien plus dégagé. Mais cela ne va pas sans risque. Dans cette position, le sous-marin peut lui aussi être repéré. Cible sur bâbord avant! Un destroyer japonais apparaît soudain. Mais à la différence des cibles immobiles du port de Kiska que le Growler a pu atteindre, celui-ci est prêt à attaquer. Évacuez le pont, plongez! Feu! Après un audacieux coup de main dans le port de Kiska, sur une île du Pacifique Nord, Cible sur bâbord avant! un destroyer japonais surgit du brouillard Évacuez le pont! Plongez! et attaque le sous-marin américain, le Growler. En faisant surface,
Il a mis tout son équipage et lui-même en danger. Il a fait une erreur et il le sait. Après une plongée en urgence et sans vision périscopique, Howard Gilmore, le commandant du sous-marin, hésite un instant à tirer une torpille. Mais il lui manque les informations indispensables pour régler la mire. Au bout de quelques minutes, le navire ennemi jette à la mer des charges explosives. Ce sont des grenades sous-marines. Vous voyez, une grenade sous-marine, c'est en gros un bidon de 200 litres rempli de 130 kg d'explosifs. Elles sont réglées pour exploser à une profondeur déterminée. Barre à gauche, toutes! Alors que les détonations retentissent, Howard Gilmore tente une manœuvre d'évitement. Mais le destroyer ne lâche pas sa proie. Une nouvelle salve de 10 grenades secoue le growler. Même si elle ne touche pas le sous-marin, elles peuvent l'endommager en explosant même à une trentaine de mètres de lui. Pour l'instant, le growler absorbe les ondes de choc des explosions. Alors qu'elle s'atténue, l'équipage évalue les dégâts. Au-delà des dégâts superficiels, quelques ampoules cassées, il y a un problème beaucoup plus grave. La structure arrière du sous-marin est touchée. Les barres de plongée et les hélices sont endommagées à la poupe. On entend le cliquetis de plusieurs vis, ce n'est pas bon signe. Les barres de plongée fonctionnent mal, ce n'est pas bon signe non plus. Le growler est désormais plus difficilement manœuvrable et plus facilement repérable par le sonar de l'ennemi. L'équipage ne tarde pas à entendre les pings tant redoutés. La preuve que l'ennemi est toujours à la poursuite du sous-marin. Le destroyer utilise un sonar actif qui émet des pulsations sonores dans l'eau. Si la pulsation est renvoyée par le sous-marin, la position de ce dernier devient alors connue. Les Japonais ont également recours à des sonars passifs, des hydrophones, qui leur permettent d'écouter tout bruit qui viendrait du sous-marin. À presque 80 mètres de profondeur, Gilmore s'efforce de manœuvrer son sous-marin le plus discrètement possible. Afin de réduire le bruit, il fait suspendre toutes les activités non essentielles. En mode silencieux, tous les hommes qui ne travaillent pas ont l'ordre de retourner à leur couchette. L'air conditionné est coupé. Une clé à molette ou une tasse de café qui tombe par terre, l'ennemi peut l'entendre. Virtuellement désarmé, Howard Gilmore doit trouver un moyen d'échapper à la vigilance des Japonais. Il conçoit un plan particulièrement astucieux. Barre à droite, toutes! Gilmore utilise tous les tours qu'il a dans son sac, et notamment la manœuvre dite du knuckle, qui crée des turbulences dans l'eau. En faisant aller le gouvernail d'avant en arrière, il initie des turbulences dans l'eau, qui créent ainsi des bulles. Et ces turbulences renvoient les échos du sonar. Barre à gauche, toutes! Stoppez les machines! Cette tactique de diversion vise à faire croire aux Japonais que le sous-marin se trouve là où les turbulences sont apparues, pour qu'ils attaquent à cet endroit, donnant ainsi la possibilité aux growlers de s'éclipser discrètement. Barre à gauche, toutes! Au lieu de quoi, les pings ne font que s'accentuer. Et la vitesse des hélices ennemies s'accélère. Le destroyer se rapprochant, l'équipage se prépare à une nouvelle attaque. La première mission de combat du growler endommagé pourrait bien être la dernière.
Après une sévère attaque à la grenade sous-marine au large de l'île de Kiska, le commandant d'un sous-marin américain endommagé tente de semer le destroyer japonais qui le pourchasse. Barre à droite, en avant toute. Se retrouver à bord d'un sous-marin qui essaie de s'enfuir au beau milieu d'une bataille, ça doit être vraiment terrifiant. Le navire ennemi ne lui laisse aucun répit. Barre à gauche. Stoppez les machines. La tentative du commandant Howard Gilmore d'échapper au sonar du destroyer se solde par une nouvelle charge de grenades sous-marines sur le Growler. L'une d'entre elles explose à presque 45 mètres de la coque. Au bout de 4 heures d'attente angoissante, le bruit de l'hélice du destroyer s'éloigne enfin. Lorsque le Growler fait surface, tout danger semble écarté. Mais les dégâts causés par les grenades sous-marines mettent un terme à cette première mission. Le Growler rentre sagement au port. Howard Gilmore est décoré de la Navy Cross pour avoir torpillé 3 destroyers au cœur d'un port tenu par l'ennemi. À ce stade de la guerre, les commandants de sous-marins américains ne sont pas aussi agressifs qu'ils devraient l'être. Alors que ce Gilmore, sorti du rang, se montre aussi efficace lors de sa toute première mission. Ça montre qui il est vraiment. Néanmoins, la marine américaine ne fait pas que le décorer. Elle se sert des rapports de mission des commandants comme lui pour montrer la marche à suivre aux autres officiers. Ces rapports sont lus très attentivement par le commandement des forces sous-marines. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Et les sous-mariniers mettent ce savoir en application alors que la guerre fait rage dans le Pacifique. 5 mois plus tard, le Growler est en chasse près de Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Rabaul est le principal point de ravitaillement des Japonais dans le Pacifique Sud. C'est aussi une base navale et aérienne majeure. Les services de renseignement de la marine américaine soupçonnent les Japonais de rassembler des troupes à Rabaul dans le but de renforcer les défenses de l'île de Guadalcanal, où les Alliés ont réussi à prendre pied. C'est la 4e mission de l'équipage du Growler. Ils sont beaucoup plus sereins. Leur bâtiment a passé l'épreuve du feu. Ils ont passé l'épreuve du feu. Ils sont plus expérimentés. Périscope. Pourtant, après 15 jours de mer, alors qu'Howard Gilmore vient d'ordonner une immersion en eau profonde, l'officier en charge de la manœuvre, le lieutenant Landon Davis, amène le Growler 2 mètres plus haut que requis. Vous n'avez pas du tout envie que la passerelle de votre sous-marin sorte soudain de l'eau. Autant avertir tout le voisinage de votre présence. Une des pires menaces vient de l'aviation ennemie. Elle est responsable de plus de 20% des pertes de sous-marins américains de la Seconde Guerre mondiale. Et l'erreur de Davis en apporte la preuve. À moins d'1 kilomètre de là, un chasseur japonais en patrouille repère le sous-marin. Appareil ennemi à 900 mètres. Abaissez le périscope. Changement des ballasts pour 45 mètres. Il effectue une plongée plus en profondeur. Mais le chasseur ne renonce pas à sa proie et largue 2 bombes. L'équipage les entend exploser au loin. Le Growler a échappé au pire, cette fois-ci. L'erreur de Davis a mis en danger la vie de tous.
et le commandant d'un sous-marin au combat attend le meilleur de chacun de ses hommes. Ça ne doit pas se reproduire. Oui, monsieur. Tous les témoignages soulignent son sens de la justice, mais il savait dire leurs faits à ceux qui faisaient des erreurs. Sortez. Monsieur, Presque 3 semaines plus tard, l'opérateur de l'hydrophone du growler capte un bruit d'hélice éloigné. Le radar révèle la présence d'un convoi de navires à 8 km. Le growler se met immédiatement en chasse. Il a calculé la vitesse et le cap des navires japonais. Howard Gilmore a choisi la tactique dite du contournement. En fonçant à pleine vitesse à la surface, il compte dépasser le convoi et se positionner devant lui. Il évite ainsi d'exposer ses flancs, plus vulnérables aux attaques. Mais alors qu'il s'apprête à passer à l'attaque, un patrouilleur protégeant le convoi ouvre le feu sur le growler. Évacuez le pont! Gilmore ordonne de plonger et décide de mener une approche en immersion. Au bout de quelques minutes, le growler se retrouve sous le feu des grenades sous-marines. Descente à 45 mètres. Howard Gilmore ordonne de plonger encore plus profond. Les explosions continuent. Soudain, de l'eau apparaît dans le sous-marin. Une équipe se rue à l'avant dans la salle des torpilles pour colmater la brèche. Février 1943. Après avoir subi les grenades sous-marines d'un patrouilleur japonais, l'eau s'immisce dans le growler. Le sous-marin américain est victime d'une voie d'eau dans la salle des torpilles. La fuite provient du ballast numéro 1. Quand le sous-marin fait surface, l'eau est évacuée des ballasts par de l'air comprimé, ce qui allège le bâtiment et améliore sa flottabilité. Et quand il plonge, comme il l'a fait pour échapper aux patrouilleurs, l'air comprimé est remplacé par de l'eau, de façon à alourdir le sous-marin et lui permettre de plonger. Mais les grenades ont endommagé les joints qui ferment le regard du ballast principal. On a un problème, commandant. de l'eau jaillit à l'intérieur de la coque pressurisée. Et c'est très mauvais. La fuite s'aggrave de minute en minute. Ils ont des milliers de litres d'eau qui entrent dans la coque pressurisée. Ça n'a rien d'un incident mineur. L'équipage colmate la fuite tant bien que mal. Pour y mettre un terme, il va falloir réparer les joints. Sauf qu'avec la pression qui pèse sur le sous-marin et les ballasts, impossible de réparer en plongée. Pour effectuer la réparation, il faut refaire surface. Mais Gilmore sait qu'il serait alors à la merci des navires d'escorte japonais. Il reste donc en plongée, à l'affût de l'ennemi. De longues heures plus tard, Gilmore prend finalement le risque de faire surface sous le couvert de l'obscurité. La pression ainsi réduite, les hommes en profitent pour réparer la fuite rapidement. Par la suite, ce regard sera supprimé des nouvelles classes de sous-marins américains afin d'éviter ce genre de mésaventure. Deux jours plus tard, le commandant et ses hommes tentent à nouveau leur chance. Mais la nuit noire et la houle n'offrent qu'une visibilité réduite, même à la surface. Howard Gilmore et sa vigie s'entêtent.
Cible sur bâbord avant. À 1 h du matin, la vigie repère une forme à peine discernable tant la mer est agitée. Distance. 1800 mètres. En avant toute. Les hommes se ruent au poste de combat et chargent les tubes lance-torpilles. Gilmore pense qu'il s'agit peut-être d'un navire japonais déjà rencontré précédemment. Ils avaient aperçu une canonnière quelques jours plus tôt et ils pensaient peut-être avoir une seconde chance. Faux. Il s'agit de l'Ayasaki, un navire de ravitaillement des forces impériales japonaises. Alors que le Growler effectue un demi-cercle pour se mettre en position d'attaque, l'Ayasaki change également de trajectoire pour faire face aux sous-marins. Les Japonais ont visiblement repéré le Growler et n'ont pas l'intention de se laisser faire. Dans le château du sous-marin, le second du commandant, le capitaine de corvette Arnold Shade, s'active en vue du lancement des torpilles. Mais l'opérateur radar repère le changement de cap du navire ennemi et l'informe que leur cible fonce droit sur eux. Les deux bâtiments naviguent droit au-devant l'un de l'autre. La fenêtre d'engagement est donc bien plus étroite. Tout va aller très vite. Arnold Shade doit recalculer une solution de tir prenant en compte la nouvelle trajectoire du Ayasaki. Le Growler n'a plus beaucoup de temps pour faire feu. Une torpille a besoin d'environ 500 mètres pour s'armer. Et à une aussi courte distance, vous mettez vraiment le sous-marin à risque. Parce que le tir peut échouer. Shade a une nouvelle solution de tir contre l'Ayasaki. Prêt à tirer, commandant. Pour lancer une torpille, Gilmore doit donner l'ordre depuis la passerelle. Mais il y a un problème. Du fait de la visibilité médiocre, le commandant et ses vigies n'ont pas remarqué que l'Ayasaki avait changé de cap. Et sous le pont, personne ne les en a avertis. Il y a clairement un problème de communication. Pour une raison inconnue, les informations ne remontent pas aussi vite qu'elles le devraient. On est trop près, ralentissez. Le Growler, un sous-marin américain, fonce droit sur un navire japonais. Mais son commandant, Howard Gilmore, ne le sait pas. Le navire de ravitaillement, bien que faiblement armé, se déplace à vive allure. Il a visiblement l'intention d'éperonner le sous-marin. Si sa coque pressurisée est un tant soit peu abîmée, un sous-marin ne peut plus bouger. Et en surface, il est absolument sans défense. Il fait nuit, il pleut, si bien que Gilmore met du temps à identifier la menace. On est trop près, ralentissez. Gilmore a perdu une trentaine de secondes avant de réagir. Et il va en payer le prix. Quand le navire japonais est enfin en vue, le commandant du sous-marin comprend soudain le danger. Le Growler n'est plus en mesure de faire usage de ses torpilles. L'ennemi est trop près. Maintenant qu'il ne peut plus attaquer, le seul espoir du commandant est d'éviter une collision fatale. C'est la dernière chose au monde que souhaite un commandant de sous-marin. Barre à gauche toute. Il donne l'ordre de virer. Mais il est trop tard. Le choc est violent. Des matelots sont projetés au sol. Et il y a cet horrible grincement de métal des deux coques frottant l'une contre l'autre. Le Growler tangue à presque 50 degrés avant de retrouver son assise. Alors que Gilmore et son équipage tentent de se remettre sur pied, les Japonais, eux, sont prêts à passer à l'action.
L'Hayasaki tire sur le Growler avec toutes les mitrailleuses dont il dispose. Le pont est criblé de balles. Sous ce déluge de feu, 2 matelots sont rapidement tués. Être un matelot sans défense sur le pont de votre sous-marin, c'est très violent, la pire des situations. Vous ne pouvez que regarder ces mitrailleuses et attendre d'être blessé. Baissez la tête! Évacuez le pont! Alors que les survivants cherchent à s'abriter, sous le pont, Arnold Shade reprend ses esprits. Le choc l'a projeté contre une écoutille. En tant que commandant second, il intervient pour aider les membres d'équipage qui quittent la passerelle. Venez les gars, allez! Descendez! Les blessés descendent un par un. Gilmore, lui, reste sur le pont. Il ne se mettra à l'abri que lorsque le dernier de ses hommes sera sauf. Il est touché à son tour. Le rapport raconte que tout l'équipage lève la tête vers l'écoutille, attendant leur commandant. Gilmore ne descendra jamais les rejoindre. Blessé, le commandant du Growler est incapable de bouger. Gilmore sait que le seul moyen de sortir son sous-marin du pétrin est de plonger tout de suite. Il sait aussi que toute tentative de le secourir ne ferait que retarder la plongée. Il donne alors un ordre qui deviendra célèbre. Paré à plonger! Cet ordre formel, paré à plonger, place Arnold Shade devant un choix impossible. Soit il sauve son bâtiment, soit il sauve son commandant. C'est difficilement imaginable. C'est le genre de décision qui vous hante pour toujours. Après une collision spectaculaire avec un navire japonais, le commandant Howard Gilmore, gravement blessé, se retrouve bloqué sur le pont d'un sous-marin américain. Paré à plonger! Son second, Arnold Shade, doit prendre une décision. Sauver Gilmore ou plonger et sauver le sous-marin. Il hésite pendant une trentaine de secondes. En plein dans un combat comme celui-ci, 30 secondes, c'est une éternité. Vous voulez que ce sous-marin plonge aussi vite que possible. Arnold Shade finit par se décider. Alarme de plongée, ouvrez les ballasts. Le Growler s'immerge pour échapper au navire japonais. Mais sous l'eau, une autre bataille pour la survie commence. Tous les ballasts reportés, endommagés. Mis en pièces par l'Hayasaki, le sous-marin prend l'eau. J'y travaille. Une balle a percé l'écoutille et la gaine d'un câble relié au château, le centre de navigation et de combat du sous-marin. L'eau s'en écoule. Elle provoque des courts-circuits et les systèmes essentiels s'arrêtent les uns après les autres. Le Growler tombe en morceaux. La bataille a fait des dégâts, il y a des blessés. À ce moment-là, c'est une question de vie ou de mort. Les dommages structurels provoqués par la collision
et la voie d'eau incontrôlable rendent particulièrement difficile la tâche du lieutenant Landon Davis, qui se bat pour stabiliser la descente. Le growler est difficilement manœuvrable. Il doit se demander si le sous-marin qu'il est en train de faire plonger remontera un jour. Des renforts arrivent pour colmater la fuite. Mais à 45 mètres de profondeur, la pression de l'eau se fait plus forte et la voie d'eau s'accentue. À la surface, les Japonais larguent 2 grenades sous-marines. Les explosions sont lointaines. Mais pour Arnold Shade, qui a pris le commandement du growler, elles sont le signe que le danger est toujours présent. À 1h45, le sonar est à nouveau opérationnel. Le technicien cherche une trace du navire japonais qui a percuté le growler. Rien. À chaque minute qui passe, des litres d'eau s'engouffrent dans le sous-marin, si bien qu'une demi-heure après la collision avec l'Ayasaki, À la surface, prêt au combat. Shade décide de remonter le sous-marin en surface. Il donne l'ordre d'aller au poste de combat. Il s'attend donc à devoir livrer bataille. Il pense peut-être que l'Ayasaki est toujours dans les parages et espère peut-être récupérer son commandant. Mais quand Shade arrive sur le pont, aucune trace du commandant Howard Gilmore, ni de l'Ayasaki. Shade se dit que le navire a dû sombrer à la suite de sa collision avec le growler. Le nouveau commandant constate pour la première fois les dégâts infligés à son sous-marin. La pointe fait un angle droit à bâbord. Le growler ressemble à une vieille boîte de conserve usagée. Quelques heures avant l'aube, l'équipage s'affaire pour effectuer les réparations de fortune et boucher le trou dans le château. Évacuez le pont! Puis, Shade donne l'ordre de plonger pour éviter d'être repéré dans ces eaux hostiles. Du fait de la modification de l'hydrodynamisme du sous-marin, la profondeur est plus ardue à jauger et contrôler. L'équipage est attentif au comportement du bâtiment et s'ajuste tant bien que mal. Descente à 45 mètres. Trop près de la surface, ils risquent d'être repérés. Trop profond, et leur bâtiment en détresse pourrait couler. Ils refont surface une fois la nuit venue, pour demander un itinéraire d'urgence afin de rentrer à leur base. Vous avez perdu votre commandant, le sous-marin tombe en morceaux. Le retour promet d'être très long et pas gai du tout. L'idée est de voyager immergé en eau ennemie pendant la journée, puis d'avancer le plus vite possible à la surface durant la nuit. 3000 km les séparent de la base la plus proche. La résistance produite par la proue incurvée ralentit leur marche. Pour ne rien arranger, l'étrave pliée du sous-marin tire le growler vers la gauche, obligeant le navigateur timonier à barrer à droite en permanence, ce qui ralentit encore davantage leur progression. Au total, la vitesse du sous-marin est réduite de 30%. 10 jours plus tard, le growler rejoint enfin la base de Brisbane, en Australie, dirigée par le capitaine James Fife. Le capitaine Fife félicite Shade d'avoir su prendre le relais dans des conditions aussi éprouvantes. L'un des plus grands exploits de la guerre, selon ses termes, et promet que le growler retournera bientôt au combat. La proue déformée, le pont et le château criblés d'impacts de balles.
les dégâts sont importants. Mais le pire a été évité. Si au lieu de s'acharner sur le château, les Japonais s'en étaient pris à la coque pressurisée, il leur aurait été impossible de plonger à nouveau. Dans ce cas, le sous-marin aurait sans doute été capturé ou coulé. Maintenant qu'il est en lieu sûr à Brisbane, l'inspection commence. Une fois les parties endommagées retirées, bonne nouvelle, les tubes lance-torpilles avant sont intacts. Des ouvriers australiens remplacent le cadre et le blindage de la proue dans les cales sèches de Morton. Ils soudent un kangourou de chaque côté de la nouvelle proue et surnomment le sous-marin retapé le Kangourou Express. Le 1er mai 1943, le Growler est à nouveau à flot. Pour avoir réussi à faire plonger puis revenir à la surface le bâtiment endommagé, London Davis, le lieutenant en charge de la plongée, est décoré de la Silver Star. À chaud et dans ces circonstances terrifiantes, Davis s'est montré à la hauteur. Le capitaine de corvette Arnold Shade est décoré de la Navy Cross pour avoir pris efficacement le commandement du Growler qu'il a su ramener à bon port. À 31 ans, le nouveau maître du Growler est le plus jeune commandant américain de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Mais la plus haute distinction est accordée au commandant du Growler tombé au champ d'honneur, Howard Gilmore. À l'été 1943, il devient le premier sous-marinier à se voir décerner la médaille d'honneur du Congrès. Elle est remise en son nom à sa femme et à ses enfants. Il est cité pour la médaille d'honneur parce qu'il a donné l'ordre de plonger en sachant pertinemment qu'il n'y survivrait pas. C'est le genre de comportement qu'on donne en exemple chez les militaires. Quelqu'un prêt à donner sa vie pour protéger ses hommes. Paré à plonger, un ordre qui reste lié pour l'éternité aux forces sous-marines américaines et à ce commandant de légende.